Eric, bonjour. Bonjour Fabien. Ouais, bonjour, mais on a papoté pendant un petit peu de temps avant, mais c'est pour les gens qui nous regardent. Donc, ravi d'échanger avec toi sur une façon d'aborder la médecine, le terrain, la santé, je dirais de manière globale, particulière, puisque tu es médecin, mais pas que. Donc, le mieux, c'est que je te laisse te présenter avec les différentes casquettes que tu peux avoir, et puis le parcours que tu as eu en tant que soignant, au sens large. Oui, écoute, avec plaisir. En tout cas, je suis ravi de participer à cette émission avec toi. Bon, sincèrement, je ne suis que médecin parce que j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a qu'une seule médecine, c'est celle qui soigne. Et après, effectivement, j'ai plusieurs outils. Bon, j'ai fait médecine, évidemment. Je suis médecin généraliste. J'ai plusieurs diplômes annexes, certains tout à fait officiels, puisque j'ai un diplôme de nutrition, diplôme universitaire de nutrition, qui est ma première spécialité et ma première passion. C'est ce qui m'a aussi rapproché de Robert Masson, dont j'ai suivi l'enseignement de naturothérapie il y a très 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 longtemps, puisque c'était vraiment à la fin de mes études de médecine. Et j'ai enseigné ensuite avec Robert, d'ailleurs, qui est devenu vraiment un ami très très proche. J'ai un diplôme universitaire d'immunologie et de génétique parce que je me suis toujours passionné pour l'immunologie et les maladies liées à l'immunité. Donc, ce qu'on appelle surtout les maladies auto-immunes, qui est une de mes spécialités, on va dire, aujourd'hui dans ma pratique de médecine intégrative. Et j'ai un diplôme aussi de carcinologie clinique, c'est-à-dire un diplôme de cancérologie ouvert aux médecins généralistes. Je ne suis pas oncologue, mais une de mes pratiques quotidiennes, c'est d'accompagner les patients qui ont des traitements du cancer ou après leur traitement du cancer pour les aider à la fois à supporter le traitement, à remonter la pente derrière, etc. Donc voilà, et à côté de ça, bien sûr, j'ai des pratiques très particulières puisque je suis homéopathe, j'ai un diplôme d'homéopathie, un diplôme de phytothérapie, j'enseigne la phytothérapie et la nutrition depuis très longtemps et la phytothérapie à la fac. Voilà, et donc avec cet enseignement de Robert, j'ai évidemment une vision très globale de la médecine et très humaine, j'ai envie de dire d'abord, et une approche du terrain qui est pour moi absolument essentielle parce que la médecine ne peut être qu'individuelle. Les outils sont multiples, mais la médecine est forcément individuelle. Elle dépend du patient et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, à mon sens, à la médecine comme on veut l'enseigner et la pratiquer à la fac. Alors là, oui, tu parlais de médecine individuelle, tu parlais de terrain, tu parlais de santé intégrative, c'est de ça dont il va s'agir. Là, on va prendre deux exemples qui sont les plus communs et malheureusement trop peu appliqués par beaucoup de médecins, c'est-à-dire la vitamine D, les probiotiques. On voit qu'il y aura un immense bénéfice à s'intéresser à cela et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une vision, un diagnostic, une maladie, un traitement. Et donc là, on n'est plus sur le terrain, on n'est plus sur le particularisme de l'individu, ni de jouer le rôle d'enquêteur qui est propre au médecin, puis de faire appel aussi un peu à sa sagacité, à son expérience. Et il ne faut pas avoir peur des mots aussi à son instinct, parce que quand on a collecté des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes dans sa base de données, il y a des fois, il y a un petit instinct qui vient. D'ailleurs, il y a souvent des médecins, vous allez les voir, ils vous disent, bon, on va faire des examens complémentaires. Oui, vous m'avez dit qu'il n'y avait rien. Ouais, mais on va quand même regarder. Parce que justement, avec l'expérience, le médecin sait, avec la pratique, quand ça sent bon, quand il faut aller creuser d'un côté ou d'un autre. Et ce n'est pas une machine. Et évidemment, ce que défend Eric et ce que je défends aussi, c'est une médecine, comme tu l'as dit, basée sur l'humain, donc avec une forme d'humanisme assumée. Alors, le médecin généraliste, lui, il est au carrefour un petit peu de tout ça. Eric, on voit que toi, tu t'es formé à bien d'autres choses pour essayer de comprendre soit tes collègues, soit d'agir directement en prévention, soit justement après coup, après intervention, que notamment les chimiothérapies, comme tu le détaillais. Pour toi, quelle est la place ou quelle devrait être la place idéale du médecin généraliste? Quelle devrait être sa fonction principale? Alors là, tu parles en dehors de la vitamine C ou pas Alors, spécifiquement sur la voilà, vitamine C, on va vitamine parler de D ce et là et probiotiques. après on va appliquer. Ouais. Les deux exemples que tu suggères sont excellents pour illustrer un petit peu les propos. Alors, le médecin généraliste, c'est d'abord un médecin de premier recours. C'est comme ça qu'il est défini. D'ailleurs, souvent, on dit que la France a le meilleur système de santé au monde, ou plutôt avait, parce qu'il y a très longtemps que je pense qu'on n'a plus ce meilleur système. Mais certaines personnes croient que c'est parce que les médecins sont très très bien formés, qu'on a des hôpitaux formidables, etc. Les médecins étaient plutôt bien formés, les hôpitaux et les spécialistes sont plutôt bons, mais pourquoi on avait et surtout bien sûr
que la médecine est totalement gratuite. Et pour moi, ça, c'est ce qui est l'erreur absolue. Le système de santé n'est pas bon parce qu'il est gratuit. Parce qu'en général, quand c'est gratuit, c'est plutôt pas bon. Ça, c'est vrai partout. Pourquoi on avait le meilleur système de santé du monde? Parce qu'on avait des médecins généralistes, on avait un maillage de médecins généralistes sur tout le territoire. Et tout le monde pouvait avoir une consultation n'importe où il se situait sur le territoire, facilement, rapidement, avoir accès à un médecin de premier recours et avoir accès aussi à un médecin de famille. C'est quelque chose qui n'existe que dans très peu de pays, ce système en réalité. Et ça, on ne le sait pas. Et en fait, avec l'évolution du système de santé, on a perdu ce maillage. Il y a de moins en moins de médecins. Tout le monde sait qu'il faut de plus en plus de délais pour avoir un médecin. Les médecins ne vous reçoivent plus en urgence. On vous envoie, tout le monde arrive aux urgences des hôpitaux puisqu'ils n'arrivent plus à avoir de médecin. Et tout le problème est là. Le médecin, ça doit être un médecin de premier recours qui est là pour quoi? Pour écouter et comprendre le problème du patient et non pas juste regarder son symptôme. Et l'autre problème, c'est que comme on veut que la médecine soit gratuite, les médecins sont mal payés parce que 25 € pour une consultation, c'est insuffisant pour faire ce métier. Mais en réalité, la sécurité sociale et le ministère considèrent qu'une consultation, c'est 10 minutes. Quand on dit que c'est 25 € par consultation, c'est parce qu'on considère qu'une consultation doit durer 10 minutes, pas plus. Et c'est impossible d'écouter. Et le médecin généraliste devrait être là pour écouter et comprendre son patient dans sa globalité, avec les problèmes de santé, de terrain et les problèmes émotionnels qui vont avec. Ça n'existe plus parce qu'on ne donne pas la possibilité aux médecins de faire ça. Et moi, j'ai décidé il y a plus de 25 ans, ça fait 30 ans que je suis médecin. Au départ, j'étais conventionné, je me suis déconventionné pour pouvoir faire cette médecine d'accueil. Voilà. Donc ça, c'est un peu pour répondre à ta question. C'est quoi le médecin généraliste? C'est un médecin d'accueil qui est là pour comprendre le patient et évidemment faire un diagnostic quand il y a une vraie maladie grave pour orienter le malade vers un spécialiste, vers le meilleur traitement. S'il a besoin d'un chirurgien, s'il a besoin d'un cardiologue, s'il a besoin d'un endocrinologue, ça c'est l'autre travail. Mais si on est juste quelqu'un qui sert à faire la gare de triage, franchement, dans pas longtemps, on sera remplacé par des ordinateurs. Alors justement, si on va vers la plus-value d'un médecin, c'est quelqu'un qui aura une expertise à regarder le terrain. Et justement, la vitamine D, on va dire, elle est beaucoup sujette à débat. On sait aujourd'hui qu'elle est hyper fondamentale, notamment dans l'immunité, mais pas que. Et d'un autre côté, il y a des réglementations qui sont en train d'évoluer sur les dernières années sur la vitamine D. Et on voit de nombreuses personnes quand même carencées. Et quand bien même des carences seraient avérées, parfois les médecins ne vont pas mettre l'accent sur le fait de relever cette carence, de la réguler. Et à ton avis, pourquoi? Et quel est l'intérêt, on va dire, aux personnes qui peuvent nous regarder de s'intéresser à la vitamine D et à demander à leur médecin de leur demander la meilleure forme? Donc il y a deux questions dans ce que je dis, c'est quelle est l'importance et sous quelle forme pourrait être prise cette vitamine D, parce qu'évidemment, on entend tout avec une dose trimestrielle ou trois petites gouttes 2 fois par jour. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur la vitamine D? Alors, comme je disais, cet exemple est très bien choisi parce qu'il permet de comprendre la situation. Aujourd'hui, on apprend aux médecins à soigner des maladies. Comme tu disais, un diagnostic, une maladie, un traitement. La vitamine D n'est pas considérée comme un traitement. À partir du moment où ça ne soigne pas, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est toute la question, et j'ai oublié volontairement de vous parler de l'autre rôle du médecin généraliste, qui est un rôle de prévention. Comme on le dit classiquement pour la médecine chinoise, les gens vont chez le médecin et ne payent que tant qu'ils sont pas malades, ils vont pour faire de la prévention. Ça, c'est un petit peu ancestral, ce n'est plus une réalité, mais ça pourrait être comme ça. On devrait aller voir le médecin 1 fois, 2 fois par an pour faire de la prévention. Moi, la majorité de mes patients viennent comme ça. Et je me rappelle d'avoir discuté un jour avec une coiffeuse où j'ai expliqué ce que je faisais. Elle me dit, ah bon, les gens viennent vous voir sans être malades. Et la vitamine D, c'est exactement l'exemple type du produit essentiel pour la santé qui n'est pas le traitement d'une maladie. C'est fait pour éviter d'être malade. Sauf que dans l'enseignement des médecins, la vitamine D, ça ne sert que pour les os.
Or, aujourd'hui, il n'y a aucune discussion scientifique possible. La vitamine D est essentielle pour l'immunité, elle est essentielle pour la prévention des cancers. On vient de démontrer qu'elle était utile pour la prévention de l'Alzheimer, et on pourrait comme ça multiplier les exemples de preuves scientifiques absolues de l'importance de la vitamine D en prévention de maladies graves. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pour aller même plus loin, et pour corriger un tout petit peu ce que j'ai dit, en fait, la vitamine D est même un traitement de certaines maladies, puisque ça a été démontré dans le Covid par une équipe espagnole qui a montré qu'en donnant de fortes doses, et à ce moment-là, ce ne sont pas les doses préventives, ce sont les doses thérapeutiques, en donnant de fortes doses en aigu dans le Covid, on réduisait de façon très significative les formes graves. Mais on va rester à la vitamine D qu'on prescrit tous les jours. On devrait tous, je dis bien tous, sans exception, enfants, adultes, vieillards, faire des dosages de vitamine D une fois par an pour savoir si on en prend assez. Là, je viens d'avoir le dosage d'une petite fille de 11 ans que je viens de prendre en charge, qui n'a pas pris de vitamine D de tout l'hiver. On est début juillet, ça veut dire que ça fait 2 mois qu'elle voit le soleil, parce que c'est une petite fille, elle va dehors, elle joue dehors. Elle a une vitamine D effondrée à 12. D'accord? Alors qu'elle est en pleine croissance. Elle a 12 ans ou 13 ans, elle est en pleine croissance. Il faut qu'elle grandisse maintenant. Avec une carence en vitamine D, elle va mal grandir. Sans parler de tous les autres problèmes immunitaires et autres. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire que je n'invente rien, ce n'est pas une vision de naturo, bizarroïde ou du charlatanisme. C'est de la science que j'explique. Et malgré ça, notre ministre de la Santé, il y a quelques années, je ne sais plus si c'est Touraine à la fin de sa carrière ou Buzyn au début de la sienne, qui a déremboursé le dosage de la vitamine D. Ça veut dire que ce dosage qui est essentiel a été déremboursé, on ne sait même pas pourquoi. Donc les gens doivent se payer leur dosage, qui doit être autour de 12 euros, 12-14 euros. Et je suis désolé, c'est logique, ce n'est pas accessible forcément à tout le monde, même si c'est 12 euros par an, pour certaines personnes, c'est gênant. Et c'est surtout pas normal dans un pays où on veut que la médecine soit gratuite, soi-disant. Donc voilà, ce qu'on peut dire de la vitamine D, c'est qu'elle est absolument essentielle à la santé. En plus, les doses préventives ne comportent aucun danger. Et la seule contre-indication théorique, ce serait les calculs rénaux, puisque la vitamine D, comme elle améliore l'absorption du calcium, on peut croire qu'elle favorise les calculs, et c'est même une erreur. On a déremboursé ce dosage de la vitamine D alors qu'il est absolument essentiel à la santé de tous. Et il faut absolument envisager de faire ce dosage pour comprendre la dose de vitamine D que vous devez prendre. Et quand vous en prenez, vérifiez qu'elle est efficace, que vous avez la bonne dose. Par exemple, la vitamine D la plus connue en pharmacie, je ne citerai pas de marque volontairement, mais la plus utilisée, on donne officiellement 5 gouttes par jour. Eh bien, dans la majorité des cas, ces 5 gouttes sont insuffisantes. Il faut donner 10, 12 gouttes par jour. D'autres vont prendre des vitamines D naturelles, très bonnes, souvent très bonnes, mais pas toutes. Et certaines sont de mauvaise qualité. Moi, j'ai vu des produits de certains labos, je ne citerai pas non plus, qui ne marchent pas. Donc, il faut vérifier quand vous prenez une vitamine D, est-ce qu'elle fonctionne, est-ce que vous avez la bonne dose. Il n'y a pas d'effet secondaire de la vitamine D. Le seul effet secondaire qui est envisagé, c'est le calcul rénal, parce qu'on croit que puisque la vitamine D aide à absorber le calcium, ça augmente le risque de calcul dans les reins. D'abord, les calculs dans les reins, ce n'est pas du calcium, c'est de l'acide oxalique la plupart du temps, c'est des oxalates, mais c'est des oxalates de calcium. Pour autant, ce n'est pas la vitamine D qui crée le calcul, c'est le terrain acide. Parce que la vitamine D, justement, elle va aider l'absorption du calcium, pas son élimination. C'est une erreur de croire que la vitamine D favorise les calculs. Et là aussi, on peut le démontrer par la science. Par contre, si vous avez un terrain acide et que vous prenez de la vitamine D, vous absorbez beaucoup votre calcium grâce à la vitamine D et, excusez-moi du terme, vous pissez beaucoup votre calcium à cause de l'acidose. Et là, vous allez faire des calculs. Donc, si on a des calculs dans les reins, on peut prendre de la vitamine D à une condition, c'est qu'on traite le terrain acide. C'est absolument essentiel. Mais sinon, il n'y a pas d'effet secondaire. Il
Il y a des doses à respecter chez le bébé, des doses à respecter chez la femme enceinte. Les médecins savent tout ça, mais il n'y a aucun risque à prendre de la vitamine D et il faut vérifier absolument que vous prenez la bonne dose. Vous aurez beaucoup moins d'infections l'hiver, c'est remarquable. Évidemment, il ne faut pas faire que ça. Il y a des traitements homéopathiques, il y a des probiotiques dont on va parler dans 2 secondes, mais la vitamine D est essentielle pour la prévention hivernale. Si vous êtes une femme enceinte, il faut quand même prendre la vitamine D pour vous, vos os et votre fœtus. Si vous êtes un enfant, vous devez prendre la vitamine D, pas juste les 2 premières années. On donne la vitamine D les premières années de l'enfant et après on oublie. Mais la croissance à 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans des filles puis des garçons, elle est essentielle, elle a besoin de vitamine D. Et puis, si vous avez des risques de cancer, si vous avez des cancers dans la famille, des cancers dans la famille proche, ou peut-être même si vous avez déjà fait un cancer, vous êtes en rémission, la vitamine D devient essentielle. C'est prouvé par les études, ce n'est pas moi qui le dis. Les études sont incontestables sur le sujet. Donc, comment se fait-il que les médecins n'appliquent pas ça? C'est un total mystère pour moi. C'est un total mystère. On a l'impression qu'ils ne lisent pas les études et qu'ils attendent les recommandations du ministère. Le ministère a déremboursé le dosage, donc ce n'est pas important, donc on n'en donne pas. Pendant le Covid, l'Académie de médecine, même l'Académie de médecine a fait un rapport pour dire que la vitamine D était essentielle en prévention du Covid. Les médecins n'ont pas donné de vitamine D. C'est vrai qu'on a vu même en réanimation des patients dont on dosait la vitamine D, qui avaient une vitamine D dans les chaussettes et qui n'étaient pas complémentés non plus. Alors que dans le même temps, comme tu disais, des équipes espagnoles montraient que non seulement il y avait un avantage en traitement de fond pour prévenir les infections virales comme celle qui pouvait être du Covid, mais que là, il y avait aussi un effet en qualité de traitement. Et donc peut-être que il y a une mauvaise image de la vitamine D qui serait un petit truc à côté, une petite friandise qu'on pourrait prendre à l'hiver de temps en temps, mais que ça n'a pas un grand intérêt. Comment ça se fait qu'en dépit de la science et des études, ça n'arrive pas jusqu'au cabinet des médecins généralistes? Mais comme je le disais, Fabien, on a vraiment l'impression, et on l'a constaté dans la crise du Covid, on a vraiment l'impression que les médecins attendent la recommandation du ministère, et tant que le grand chef, là-haut, dans les salons élyséens ou ministériels, n'a pas donné l'ordre, on ne fait pas. Comme si nos 10 ans d'études ne nous servaient à rien pour avoir une autonomie de prescription et pour pouvoir prendre des décisions seuls, alors qu'on en prend tous les jours, avec des médicaments très dangereux. La vitamine D n'a pas d'effet secondaire, n'est pas dangereuse. Mais ce n'est pas un traitement, c'est de la prévention. Or, aujourd'hui, dans les messages du ministère, le seul produit de prévention officiel qui existe, c'est la vaccination. Il n'existe, à chaque fois qu'on voit un article sur la prévention, quelle que soit la maladie, c'est vaccin. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on cherche à développer des vaccins anti-cancer, d'ailleurs. Et on ne donne pas de vitamine D. C'est vrai que la majorité de l'argent, il faut que les gens comprennent, hein, quand la majorité de l'argent pour la recherche, voire même pour le Téléthon, c'est pour aller vers des injections nouvelle génération. Donc, les 2 tiers de l'argent de la recherche pour le cancer vont pour des recherches de vaccins. Et pour tout ce qui est Téléthon, maladies génétiques, justement, c'est des développements de vaccins ARN. Et donc, la prévention intéresse difficilement. Et c'est vrai que il n'y a qu'une seule voie et que ça devient difficile, d'où le fait de communiquer sur cette vitamine qui est en vente libre, qui ne demande pas de prescription et où vous pouvez qui nous regardez, vous autonomiser là-dessus. Bien entendu, comme le disait Eric, il faut vous renseigner quand même sur les bons laboratoires et sur les dosages efficaces. Pas parce que vous allez trouver une offre alléchante dans rayon complément alimentaire de votre supermarché où il y a de la vitamine D, à votre Carrefour, que forcément, parce que la fiole est pas chère, qu'elle est aussi efficace. Évidemment, ce sont des molécules de synthèse, donc elles sont plus ou moins bien travaillées, elles sont plus ou moins biodisponibles, donc c'est à vous de faire vos petites recherches en attendant, mais vous avez plein de personnes qui n'ont pas de conflit d'intérêt, qui vous font des articles très détaillés et qui peuvent vous renseigner, ou alors en magasin bio,
des vendeurs qui sont formés, qui ont des diplômes et puis qui ont suivi des formations pour savoir discerner on va dire quel laboratoire travaille sérieusement ou non. Il y a quelque chose qui est toujours dans le domaine de la prévention, et tu l'anticipais, Eric, c'est les fameux probiotiques. Et là aussi, si on parle des laboratoires, il y a une offre pléthorique. On dirait que c'était une grande mode avec plus ou moins d'effets, mais on va dire, pour le coup, il y a des études qui pullulent. Tu parlais d'Alzheimer, mais il y a également des maladies comme Parkinson, où on voit aujourd'hui le lien avec l'écosystème intestinal qui, on va dire, est responsable, au sens positif, de l'immunité et de tout un tas de fonctions. Et quand on parle avec les gastro-entérologues aujourd'hui, ils échangent avec les neurologues aussi, parce qu'ils savent qu'il y a des correspondances entre leurs pratiques. C'est assez réjouissant. On a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé là-dessus, en France, pas des moindres, mais ça a encore du mal à aboutir comme traitement préventif, d'autant plus que quand il y a prescription d'antibiotiques, il y a destruction partielle ou déséquilibre partiel de la flore intestinale, et il conviendrait, de manière assez logique, de remettre des probiotiques. Alors, soit le médecin généraliste va oublier, va omettre, ne va pas y penser, soit il va dire prenez des probiotiques, mais sans autre conseil, alors que en connaissant un minimum le terrain de la personne, on va se dire est-ce qu'elle est très acide au niveau de l'estomac, est-ce qu'on doit lui donner plusieurs souches, des milliards de bactéries, etc., etc. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit peu un état de l'art rapide de ce que représentent les probiotiques dans la médecine aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau de la connaissance, mais également dans la difficulté toujours à appliquer par les médecins, et le bénéfice qu'en tire le grand public à s'intéresser à cet élément un peu pivot de notre santé? La situation est un peu différente de la vitamine D, mais je vais me permettre de faire juste un rappel pour finir sur la vitamine D, parce que tu as évoqué un point lié au laboratoire et aux recherches. Pourquoi les médecins ne prescrivent pas de vitamine D? Parce que les laboratoires ne font pas de promotion. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à gagner, parce que c'est un produit qui est tombé dans le domaine public. Donc, on ne peut pas breveter la vitamine D. Donc, les laboratoires ne vont pas visiter, les laboratoires pharmaceutiques ne vont pas visiter les médecins pour leur faire prescrire la vitamine D. Surtout, ça ne leur rapporte rien. Voilà. Je fais une pause 2 secondes. Je suis en enregistrement, mais je peux faire une pause. Oui. Tu n'as pas posé Franck, il m'a appelé, mais je sais pas. Non. Okay. Je suis désolée, puis je dois partir, j'ai un rendez-vous avec Carole. Ça marche. Donc toi, tu dois l'avoir à un moment. Je t'appelle tout à l'heure. Tu me rappelles. Quelle Carole? Ah oui, oui. Excuse-moi Fabien, je suis désolé, mais c'est vrai que j'avais pas anticipé qu'on le ferait l'enregistrement aujourd'hui, donc je n'étais pas isolé ou réservé comme il faudrait. Maintenant, Fabien, pour revenir à ta question sur les probiotiques, la situation, comme je disais, est un peu différente. Pourquoi? La science évolue énormément en ce moment sur le microbiote, sur l'importance de la flore intestinale pour plein de maladies. Et j'ai envie de dire, personne ne le conteste, là encore. Les études sont énormes sur le sujet. Tu as parlé aussi du lien intestin, flore, cerveau. J'aime à rappeler qu'on croit que le cerveau envoie les ordres aux organes, donc avec des fibres descendantes. Eh bien, 80% des fibres nerveuses qui sont dans l'intestin sont ascendantes. Ça veut donc dire que 80% du message neurologique va de l'intestin au cerveau et non pas le contraire. C'est bien pour ça qu'on appelle l'intestin notre deuxième cerveau. Pourquoi ? Alors qu'on a démontré que les probiotiques réduisaient les diarrhées aux antibiotiques, réduisaient les infections chroniques, étaient préventifs de la maladie de Crohn. Et il y a plein de domaines où il est prouvé que des probiotiques peuvent agir, et encore plus de domaines où il est prouvé que le déséquilibre de la flore favorise telle et telle maladie, mais beaucoup plus que la vitamine D. Et pourquoi les médecins n'en donnent pas? Parce que, on retombe, c'est pour ça que j'ai pensé à parler du côté brevetable, les probiotiques sont quelque chose de vivant qui sont très difficilement brevetables. Donc, quelques labos arrivent à isoler une souche très particulière, ils déposent le brevet, ils font l'étude et ils montrent que ça marche. Et comme je dis à chaque fois, c'est du pipeau pour moi. Parce qu'en fait, cette souche qui est certainement très bonne,
marche pas plus ni moins que les autres, mais elle a été brevetée et étudiée. Donc, on a une étude qui montre que. Or, la plupart du temps, les probiotiques qui marchent bien apportent plusieurs souches en réalité. Mais il n'y a pas d'études scientifiques de haut niveau pour prouver que tel ou tel probiotique marche. Du coup, la plupart des médecins disent « Ah oui, la flore, c'est très important. Les probiotiques, c'est utile. » Mais on ne m'a jamais démontré que la marque A, le laboratoire B, le probiotique C fonctionnait, donc je n'en donne pas. Je n'en donne pas parce que je n'ai pas d'études qui me prouvent que ce probiotique est efficace. Puisque je n'ai pas d'études, j'en donne pas. Et ça, c'est le drame d'une partie de la médecine aujourd'hui, c'est qu'au lieu de se faire aussi son expérience et d'observer, on attend encore une fois l'autorisation du dessus de l'agence du médicament qui dit on a prouvé que ce probiotique marche dans tel cas, mais on ne donnera pas dans d'autres cas. Moi, ça fait 30 ans, j'ai eu la chance d'être en contact avec une des premières personnes qui a importé des probiotiques en France. Les premiers sérieux sortaient, je crois, de Suède, en tout cas de Scandinavie. Et on a été éberlué de l'efficacité sur les troubles du transit, les colopathies. Le jour où j'ai introduit des probiotiques systématiques dans mes traitements préventifs l'hiver, j'ai réduit de 50% les infections, alors que mes traitements homéopathiques marchaient déjà très bien. Donc, on n'a pas besoin d'études pour se rendre compte que ça marche. D'accord? Et effectivement, avec l'expérience et avec le temps, j'ai pu déterminer que tel probiotique marche bien, que tel probiotique marche mieux dans tel cas, que tel probiotique peut être contre-indiqué dans tel autre, etc., etc. Et je donne des probiotiques à 90% de mes patients. Et je ne travaille pas avec un seul. D'ailleurs, j'ai une dizaine de probiotiques que j'utilise. Ça peut dépendre un peu des cas, etc. Ça, c'est mon expertise. Évidemment, de temps en temps, c'est très empirique. Je suis tout à fait conscient que de temps en temps, je vais choisir l'un plutôt que l'autre de façon un peu empirique, un peu au feeling. Peut-être que le feeling, parfois, c'est la meilleure des solutions. Mais en tout cas, les probiotiques sont tout aussi essentiels, plus importants encore que la vitamine D. Et ce sont deux des éléments, et on est en plein été là, mais pour la rentrée et pour l'automne, s'il y a deux éléments à prendre systématiquement, c'est vitamine D et probiotiques pour la prévention hivernale, et vous allez voir que vous allez être beaucoup moins malade. Ben, c'est réjouissant à entendre. C'est vrai que, tu le disais, il n'y a pas vraiment de brevet sur la vitamine D. Et par contre, il y a un gros travail qui est fait, à contrario, sur les probiotiques, mais on se retrouve un peu noyé dedans, devant l'offre qui est pléthorique. Des fois, il y a des petits labos qui ne sont pas connus, mais qui marchent très bien. Ça varie du simple au quadruple au niveau des prix, et le grand public ne sait pas comment s'y retrouver. Quel conseil, toi, tu pourrais donner à quelqu'un qui dit, bah ouais, c'est vrai que moi, j'ai un transit irrégulier, je comprends intellectuellement que j'aurais bénéfice à prendre des probiotiques, mais vers quoi je pourrais me tourner? Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Bien entendu, pas de marque, évidemment, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour que la personne investigue? Alors, pour moi, les probiotiques qui marchent le mieux, ce sont ceux qui associent plusieurs souches, on va dire entre 3 et 6. Alors, il y a quelques probiotiques où il y a une seule chose, franchement, ils peuvent être utiles, hein, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils sont vraiment efficaces. On a quelques probiotiques qui ont 10, 12 souches. Ça, c'est pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait beaucoup de chaque germe, parce que sinon, il n'y en a pas assez de chaque. Donc, on va dire les probiotiques les plus classiques, entre 3 et 6 souches marchent bien. Il faut environ 10 milliards de germes par prise, par jour. On les prend en général le matin, à distance du repas. Et là, c'est la qualité des souches et la qualité de la fabrication qui va faire que le probiotique ne va pas être trop détruit par l'estomac. Tout à l'heure, tu parlais du terrain acide ou de l'estomac avec beaucoup d'acidité. Et effectivement, il faut se méfier. Et il y a des probiotiques qui marchent mieux que d'autres parce qu'ils vont mieux passer la barrière de l'estomac. Ça, c'est la première chose. Donc, 3 à 6 souches, 10 milliards de germes le matin avant le repas et même si possible au lever ou enfin en arrivant dans la cuisine. Ensuite, on a des probiotiques qui sont associés au nom avec des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est des fibres qui aident les probiotiques à se développer. A priori, ce qu'on appelle les symbiotiques, donc l'association pro et prébiotique,
serait un peu meilleur. Et effectivement, de mon expérience, je trouve qu'il marche souvent mieux parce que les probiotiques vont mieux se développer dans l'intestin ensuite grâce à ces prébiotiques. Mais les prébiotiques créent beaucoup d'intolérance chez les cholitiques. Et donc, quand vous avez une intolérance à des probiotiques, regardez s'il y a des fibres dedans, s'il y a des prébiotiques, souvent de l'inuline ou des fructo-oligosaccharides, etc. Et dans ces cas-là, on a des probiotiques seuls, sans prébiotiques, qui seront souvent mieux tolérés. Après, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle un SIBO, donc c'est un problème de pullulation microbienne dans l'intestin grêle. Et ces gens-là, par contre, peuvent mal tolérer les probiotiques. Mais à part le cas des SIBO, je n'ai quasiment jamais eu de problème avec les probiotiques sans prébiotiques. Si vous avez un intestin pas trop fragile, utilisez pro et prébiotiques ensemble, donc ce qu'on appelle les symbiotiques. Pour ma part, j'utilise toujours, alors ça c'est mon petit truc à moi lié à l'expérience, j'utilise toujours des probiotiques ou des symbiotiques en alternance avec de la chlorophylle magnésienne. Pourquoi? Parce que les probiotiques agissent essentiellement sur la flore bactérienne. Or, nous avons aussi une flore fongique qui ne doit pas être trop se développer, qu'on doit contenir. Et la chlorophylle va avoir plusieurs effets sur l'intestin, très intéressants en termes de prévention et de confort, et va limiter le développement de la flore fongique. Donc, j'avoue que j'ai de bien meilleurs résultats encore, cliniquement, quand j'associe ou j'alterne les symbiotiques et la chlorophylle magnésienne. Ça, c'est un petit truc que je vous donne qui m'est personnel. Il n'y a pas d'études là-dessus. C'est vraiment juste une expérience de 20 ans sur ces produits. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Zéro contre-indication aux probiotiques. Je dis bien zéro, sauf si quelqu'un doit faire une chimiothérapie aplasiante pour une greffe de moelle. Si quelqu'un vous dit que les probiotiques sont contre-indiqués dans tel ou tel cas, il faut lui demander, mais à ce moment-là, est-ce que les yaourts sont contre-indiqués? Et très souvent, j'entends des gens qui disent « Ah, mon chimiothérapeute m'a dit que je ne devais pas prendre de probiotiques. D'accord? Est-ce qu'il vous a interdit de manger des yaourts? Non. Bah alors c'est absurde. Est-ce qu'il vous a interdit de manger du roquefort? Non. Ah bah alors c'est absurde. Parce que c'est tout aussi dangereux dans ces cas-là. Et ça montre bien l'absurdité et quelque part l'hypocrisie de certains médecins qui contre-indiquent les probiotiques, mais ils ne contre-indiquent pas les yaourts. Voilà. Alors effectivement, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas avoir des probiotiques naturellement dans l'alimentation, par exemple les yaourts? Oui, mais les souches ne sont souvent pas de bonne qualité donc, dans les yaourts modernes. Hein. Donc, ce n'est pas très intéressant. Vous avez quelques produits comme le kéfir qui pourraient l'être mieux. Et puis, deuxièmement, bien sûr, il ne faut pas être intolérant au lactose ou aux protéines de lait. C'est pour ça que pour ma part, j'utilise plutôt des probiotiques en gélule ou en sachet. Voilà un peu ma réponse générale, Fabien. Bah écoute, super, merci. Je pense que ça va aider pas mal de monde. Et en effet, il y a des probiotiques naturels. On repartirait dans une autre discussion. Le kombucha, le kéfir, voilà, les aliments lactofermentés aussi qui en contiennent. Et puis, on pourrait parler de leurs bénéfices, mais là, on partirait un peu trop loin. Et puis, bah, c'est aussi une occasion pour… moi, j'ai fait des vidéos de 2-3 heures, s'il y en a qui s'intéressent, sur la chaîne donc, Fabien Moignac-Juvis Santé, il y a peut-être une dizaine d'années, sur on va dire les probiotiques naturels que j'ai nommés. Eric, ça serait avec plaisir de rééchanger sur une autre vidéo sur l'art du médecin, parce que là on voit que, comme tu l'as dit, par empirisme, tu as regardé sur 20 ans, et donc ça c'est aussi le rôle du médecin, c'est qu'il s'appuie sur la science, il s'appuie sur la connaissance, il y a des faits établis, et qu'à un moment donné, avec l'expérience clinique, l'expérience de terrain, le sentir aussi, la subjectivité et l'instinct, comme tu disais, eh ben, on arrive à avoir encore plus d'action positive sur la personne qui vient demander des conseils, et qu'en effet 10 minutes c'est bien trop court, et on rappelle que les médecins français, ce sont ceux qui sont le moins payés au niveau européen, donc ça paraît beaucoup pour les gens qui peuvent nous regarder, 25 €, mais il y a tout le travail à faire avant la consultation, après il y a tout le côté administratif, il y a le côté charge, et donc un vrai boulot de médecin, évidemment ça ne peut pas se faire en 10 minutes, c'est impossible, et vous ne le tolérez pas, c'est sans doute pour ça aussi que vous cherchez à vous informer autrement. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a la médecine qu'on mérite, et bien tous ensemble on va œuvrer pour une médecine respectueuse, plus humaine, et basée sur la science, et puis sur un art de la pratique, et une collégialité qui fait qu'on arrive à se transférer des informations des uns aux autres, comme tu le disais, avec une de tes collègues, avec d'autres pays, comme tu parlais des pays nordiques. Et bien voilà, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne puisse pas avancer positivement.
Eric, merci pour ces conseils et ta vision. La chaîne t'est ouverte et ça sera avec grand plaisir qu'on fera d'autres contenus à l'avenir. Et je te souhaite une bonne suite et un bon début d'été. Merci Fabien, bel été à toi, des vacances j'espère. Et écoutez, à tous aussi, bon été et probablement une prochaine fois sur cette chaîne. À bientôt. Au revoir.